Bonjour à tous, est-ce bonjour à tous. Alors merci pour votre présence. Donc, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Est-ce que vous pourriez éventuellement, dans le petit chat sur le côté, vous manifester en mettant un petit bonjour, un petit hello pour, comme ça témoigne que vous nous entendez bien? Parfait. Bon, bah, super, donc je crois qu'on nous entend bien. On va se laisser une petite minute, le temps que les personnes, peut-être un petit peu en retard, puissent se connecter aussi. Hem, voilà. Bah, peut-être ce qu'on va faire avant de alors je vais vous présenter un peu les règles du webinaire et puis déjà je tenais à remercier Julien, donc je te salue, pour d'avoir, répondu favorablement à notre proposition de faire ce webinaire ensemble. Je te remercie Arthur, je remercie l'équipe Jobmaker de nous avoir offert cette belle tribune. On est ravis de parler d'épanouissement ensemble, je pense. Ouais, c'est une bonne façon de faire le pont entre nos deux startups, donc c'est super. Alors pour les participants, donc là vous avez tous, donc pris en main le chat, de ce que je vois et c'est super, donc bonjour à tous. Vous avez également un autre, espace, questions sur lequel vous allez pouvoir poser des questions, auxquelles on répondra à la fin du webinaire. Grosso modo, on a prévu une demi-heure de présentation et une demi-heure de questions-réponses. Donc sachez que voilà, nous on y répondra à la fin. Vous avez la possibilité de voter également pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc bah, hésitez pas puisque en fonction du temps qu'on aura, s'il y a des questions qui vous intéressent, évidemment, on répondra à celles-ci en priorité. Donc vous pouvez les poser au fur et à mesure, de la présentation et quoi qu'il en soit, on y répondra à la fin, voilà, soyez-en certains. Bah, écoutez, on va peut-être pouvoir démarrer du coup. Donc bah, Julien, ce que je vais te proposer, c'est de te présenter dans un premier temps, voilà, en une petite minute à peu près et puis ensuite je me présenterai, on va rentrer dans le vif du sujet par la suite. Super, je te remercie Arthur. Donc oui, je suis le cofondateur de Loom. On est une plateforme d'accompagnement du bien-être mental en entreprise. Notre mission, c'est de démocratiser le bien-être mental dans l'entreprise en apportant des outils à la fois aux salariés, aux managers et à la direction. On en reparlera peut-être un petit peu plutôt sur la fin de notre présentation. Mais c'est une entreprise qui aujourd'hui a 2 ans à peu près. On est basé à Bordeaux, on est une grosse dizaine de personnes et on accompagne des petites startups de quelques dizaines de salariés jusqu'au groupe LVMH. Donc, c'est assez large dans le panel d'entreprises qu'on accompagne, que ce soit juste sur du soutien psychologique, de l'accompagnement au développement personnel et tout ce qui s'ensuit de la mesure. Parfait, et donc bah, moi je suis, je crois qu'il y en a qui n'entendent pas. Bon, on va essayer de régler ça, mais bon. Hem, oui, donc moi je suis Arthur Philippe, je suis psychologue du travail, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans la tech. Je participe à pas mal je travaille dans pas mal de startups dans leur phase d'accélération notamment et donc il y a un an, j'ai eu la chance de pouvoir prendre la direction de Jobmaker, donc qui est une plateforme de coaching digital de carrière qui est généralement, utilisée, dans les organisations dans des contextes de mobilité interne. Donc on travaille avec des grands groupes, comme Orange, comme Crédit Agricole, comme Suez, comme Saint-Gobain, Enedis, et cetera. Je vais pas faire la liste, elle est longue et en tout cas, donc on est ravis d'être présent ici pour vous présenter un peu comment est-ce qu'on peut aujourd'hui aborder, le sujet de l'épanouissement des collaborateurs dans les organisations et comment est-ce qu'on peut répondre avec des solutions comme les nôtres, à ce sujet-là. Heu, donc dans un premier temps, comment va se présenter la présentation? On va d'abord faire un petit focus, sur l'épanouissement des salariés. Qu'est-ce qu'on entend par cette notion d'épanouissement aujourd'hui? Et puis ensuite, comment est-ce que chacun va pouvoir prendre son rôle, pour agir sur cette dynamique-là? Et enfin, on va vous parler aussi des coûts et des bénéfices pour les organisations. Dans quelle mesure est-ce que c'est plutôt un investissement qu'une charge pour les organisations d'investir sur ce sujet-là? Donc comme je le disais à la fin pour les retardataires. Donc, on prévoit une demi-heure de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas, hein, pour ceux qui n'ont pas entendu, à poser vos questions dans le petit onglet questions en bas à droite. Votez pour les questions qui vous intéressent le plus aussi et on y répondra à la fin. Voilà. Donc, je vais te passer la main, Julien, parce que si ma mémoire est bonne, je crois que c'est toi qui démarre la présentation. Alors, je tenais juste à préciser, j'ai une grosse angine, un gros rhume. Alors, peut-être que parfois, j'aurai le souffle un peu court ou que je devrais m'interrompre, mais je vais bien, soyez rassurés, mais voilà, ça va peut-être, je ferai ce que je peux, je ferai le maximum en tout cas. Voilà, je Le te passe salut. la main, Julien.
Je salue ton courage, Arthur, Merci, de faire ça c'est avec une gentil. envie et compte sur moi pour meubler si par hasard tu as une petite Ça va difficulté. bien se passer. Ça va bien se passer. Donc, en effet, on va commencer par parler de l'épanouissement et de sa définition. Déjà, j'aimerais remettre l'épanouissement un petit peu dans le contexte de l'évolution du monde du travail. Je pense qu'il est assez évident que la manière dont on travaille, la manière dont on vit au quotidien notre entreprise, nos missions, nos tâches, sa relation avec notre vie perso a beaucoup, beaucoup évolué ces dernières années. Le Covid a été particulièrement une évolution marquante, je pense, pour tous, que ce soit dans nos missions, dans notre façon de travailler. On travaille beaucoup de chez nous, de plus en plus, avec même des règles qui sont établies maintenant dans les entreprises. Et de tout ça a découlé aussi une manière de regarder le succès du salarié d'une manière un petit peu différente, bien heureusement. Ce n'est pas à nouveau d'il y a 2 ans, c'est une évolution qui a pris beaucoup de temps. Certaines cultures et certaines parties du monde ont évolué plus vite que nous, ou à des vitesses différentes en tout cas. Mais en tout cas, ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle de succès du salarié, si historiquement on se concentrait uniquement sur les compétences métiers, c'est-à-dire la performance pure du salarié, est-ce que il remplit les tâches qui lui sont demandées, il ou elle lui remplit ces tâches-là de manière efficace, rapide et sans avoir besoin de soutien, de manière autonome. Aujourd'hui, on ne peut plus regarder le succès du salarié uniquement via cet axe-là. Et il faut aussi prendre en compte des éléments très importants et qui sont liés plutôt à l'équilibre mental du salarié, de l'équipe de l'entreprise, que sont les notions de confiance, les notions d'équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, et celle de la quête de sens. Ce sont des mots que l'on entend énormément, on parle beaucoup de la grande démission, on parle beaucoup de la manière dont les derniers mois, les dernières années ont impacté les salariés et les entreprises. Mais quand on essaye de prendre un tout petit peu de recul et un petit peu de hauteur par rapport à ces grandes thématiques et ces grands sujets, il s'avère que on retombe toujours sur ces notions de confiance, ces notions d'équilibre et de sens, qui impactent bien sûr le salarié et qui importent le salarié, mais qui, par conséquence, et on va voir à quel point l'épanouissement du salarié peut être lié à la performance de l'entreprise, par conséquence, on va voir des impacts sur le reste de l'équipe et de l'entreprise. Donc, de manière générale, dans le reste de cette présentation, je vous encourage vraiment à toujours essayer de l'appliquer à votre cas personnel ou à celui de votre équipe, parce que les notions d'épanouissement sont des notions qui sont à la fois très personnelles, mais aussi multifactorielles, avec des conséquences et des bénéfices pour tout le monde. Si on regarde maintenant un peu plus précisément la définition vraiment de l'épanouissement du salarié, je pense que ce qui est intéressant, c'est, alors, si on prend un dictionnaire, un épanouissement professionnel, c'est la somme entre l'accomplissement et le bien-être au travail. La réalité, c'est que c'est multifactoriel, hein, c'est vraiment une question d'équilibre entre des éléments qui sont propres à chacun, qui sont vraiment presque du domaine de la sensation, donc la confiance, la bienveillance, l'alignement en valeurs, je vous parlais de la quête de sens tout à l'heure, les perspectives d'évolution, et puis des éléments qui sont aussi liés fortement à la structure de l'entreprise et au fonctionnement managériel de l'entreprise, donc la valorisation, l'autonomisation des salariés, la clarté des objectifs, la responsabilisation, et cette notion d'équilibre, bien sûr, entre le pro et le perso. Donc il faut, à tout moment, quand on parle d'épanouissement professionnel, vraiment réfléchir, encore une fois, aux individus, comment ils sont intégrés dans l'entreprise et à comment l'entreprise, au sens large du terme, et comment le projet d'entreprise englobe tout ça dans un environnement qui permet à chacun de s'épanouir et de se sentir à l'aise. Voilà un petit peu pour la définition. Arthur, je te laisse reprendre la main, peut-être pour nous parler de ce qu'il y a aussi au revers de cette définition. Et en fait, donc investir sur l'épanouissement, c'est intéressant et c'est évidemment fondamental, enfin sur le bien-être, pardon. Parfois, il peut y avoir des effets pervers quand même dont il faut avoir conscience. C'est notamment ce qu'on appelle la prison dorée. Le syndrome de la prison dorée, c'est-à-dire que les collaborateurs se sentent très bien dans leur poste, la soupe est bonne, il fait bon vivre et on a plein d'avantages et tout se passe bien, mais du coup, ça peut parfois limiter un peu la prise de risque, la prise d'initiative et donc enfermer entre guillemets les collaborateurs dans un petit cocon sur lequel ils vont pas forcément pouvoir agir sur leur épanouissement justement. Parce que le bien-être n'est pas le seul levier pour l'épanouissement des collaborateurs. Et pour ça, il va falloir donc du coup que vous puissiez identifier les leviers d'engagement pour faire en sorte que vos collaborateurs soient acteurs de leur carrière. On sait aujourd'hui que par exemple des collaborateurs qui ont cette véritable posture d'offreur de compétences, on considère que c'est une compétence clé dans les organisations et on va vraiment pouvoir s'appuyer sur eux ensuite pour justement ensemble avec RH, collaborateurs et organisations au sens large, concourir à leur épanouissement. Et pour ça, ce qui va être important dans votre organisation, c'est de développer ce qu'on appelle l'importance du sentiment d'auto-efficacité. Ça veut dire quoi l'auto-efficacité en psychologie du travail? C'est des personnes qui ont justement ce sentiment d'être dans la maîtrise de leur poste, qui ont confiance en eux et ce sentiment-là va pouvoir leur permettre
d'amener à développer de nouvelles compétences notamment et de ainsi maintenir leur employabilité. Donc c'est des gens qui sont vraiment proactifs dans ces dynamiques-là. Et c'est vraiment une notion intéressante qui est assez nouvelle et qui va sans doute nécessiter pas mal d'investissements sur les années à venir. Et comment pouvoir développer ce sentiment-là justement? C'est de passer d'une culture du bien-être, qui est évidemment une bonne chose, mais pour aller plus loin et être peut-être plus ambitieux aussi, pour vraiment créer une culture de la dynamique de carrière qui va évidemment, nécessiter un environnement de bien-être, mais qui ne va pas forcément être suffisant. Et créer cette dynamique de carrière va vraiment créer cette mobilité, ce mouvement, cette liquidité, on va dire, pour permettre justement, aux collaborateurs de s'épanouir. Et c'est un peu la différence entre la rétention et la fidélisation. Parfois, on confond un peu les 2. La rétention, c'est vraiment, voilà, faire en sorte que la personne reste dans l'organisation. Parfois, le seul baromètre sur lequel on se focus là-dessus, c'est, combien de personnes sont restées, combien de ces personnes sont parties. Et puis parfois, la rétention, c'est très négatif aussi. Des managers qui gardent absolument leurs collaborateurs et qui les empêchent de s'épanouir dans d'autres BU, par exemple, ça peut aussi avoir un effet pervers. Alors que la fidélisation est beaucoup plus ambitieuse puisque c'est vraiment, un levier sur lequel les personnes vont pouvoir, du coup, donc s'engager, s'épanouir et donc aller plus loin que simplement le fait de rester, dans votre organisation. Et donc les leviers sur lesquels vous allez pouvoir agir dans votre organisation pour justement concourir à l'épanouissement, donc il y en a donc qu'on a déjà évoqué, donc il y a ces 3 principaux leviers, donc d'un côté le confort, donc l'aménagement du poste de travail, par exemple, est-ce que vous allez mettre en place du télétravail ou pas, total ou partiel? Il faut que ce soit adapté en tout cas à votre culture d'entreprise, aux attentes de vos collaborateurs, des avantages nature, des avantages financiers, donc tout ça évidemment essentiel à l'épanouissement. Évidemment, prendre en compte aussi, la santé au travail de vos collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient dans un environnement sain, sécurisant et qui limitera de fait les arrêts maladie et cetera. Mais il ne faut pas oublier aussi le 3e levier qui va être le levier, de l'engagement et pour ça, nous, on s'appuie sur cette pyramide de l'engagement finalement qui fonctionne. Vous connaissez peut-être déjà la pyramide de Maslow qui fonctionne de la même façon en fait où, pour passer d'une étape à l'autre, finalement, il faut avoir satisfait l'étage inférieur. Donc par exemple, un collaborateur qui estime avoir une rémunération correspondant, à ses compétences, va ensuite naturellement aller chercher de la reconnaissance de la part de ses pairs ou de son manager. Puis il va chercher ensuite à être écouté, recevoir du feedback, enfin, pouvoir être formé justement et se projeter dans l'organisation. Pas forcément à 20 ou 30 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, hein. La société évolue tellement vite que c'est compliqué. Mais au moins les projeter sur les 3 prochaines années et qu'ensuite, ce soit, un cycle qui se répète, pour que la personne puisse maintenir, son engagement et donc du coup, son épanouissement dans votre organisation. Et donc pour pouvoir justement y arriver, chacun dans l'entreprise doit prendre un rôle important, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec Julien. Oui, en effet. Alors, il y a des rôles et des responsabilités qui sont partagés, et puis il y a un impact qui est général. On parlera d'impact juste après. Peut-être juste en introduction sur ces rôles et ces responsabilités, et avant de vous donner quelques statistiques et quelques chiffres de marché. La première chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'au moment où on parle de rôle, ces rôles ont clairement été très remodelés ces derniers mois, je le disais en introduction, et il faut essayer d'avoir un regard neuf sur la manière dont on essaie de placer chacun sur cet échiquier de l'épanouissement et de l'implication dans l'entreprise. L'exemple, je pense, le plus frappant, c'est l'effondrement de la frontière entre le pro et le perso. Historiquement, on avait, si on pense 10, 20 ans, 30 ans en arrière, déjà pas de téléphone dans la poche, qui nous rappelle en permanence à notre vie perso au travail et à notre vie pro dans notre vie perso. On n'avait pas ce lien facile qui était l'email, on n'avait pas le fait qu'on travaillait de chez nous, aussi que pendant les moments où on est chez nous, ou encore pire, pendant les confinements, tous nos collègues ont connu notre salon, le visage de nos enfants et peut-être quelques autres détails très personnels. Et donc, quand on réfléchit aux notions d'épanouissement, quand on réfléchit aux notions d'équilibre personnel, évidemment, ça a changé la manière dont on regarde, ça a changé la manière dont on le perçoit, et donc les outils qui sont à la disposition de l'entreprise et les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, il y a une réévaluation des sources d'épanouissement des salariés, et ça se ressent dans les statistiques. On a pris quelques-unes des études les plus récentes sur le sujet, et globalement, sans rentrer vraiment à chaque fois dans le détail du chiffre, mais ce que l'on va comprendre, c'est que
Les salariés considèrent que l'entreprise est responsable de leur bien-être mental. Ça ne veut pas dire unique responsable, mais ça veut dire que l'entreprise fait partie des responsables de leur bien-être mental. Et donc, que face à cette responsabilité, il y a un rôle important que l'entreprise doit jouer dans la capacité à créer ce que Arthur évoquait juste à l'instant, cette espèce de pyramide qui permet d'avoir des fondations saines sur lesquelles le salarié va pouvoir se reposer pour qu'au moment où il se rend dans l'entreprise, ou en tout cas au moment où il fait son travail, ce ne soit pas un déséquilibre de son bien-être mental, mais au contraire une nouvelle source d'équilibre. La deuxième chose, c'est que cette responsabilité sur l'équilibre mental, il a un impact immédiat pour l'entreprise, puisque les salariés déclarent que l'amélioration de leur bien-être mental renforce leur fidélité à l'employeur. Ça paraît évident, si je vais bien dans ma tête, si je suis dans un moment où je me sens en pleine possession de mes capacités et en pleine possession de mes responsabilités et de ce que je dois faire dans l'entreprise, évidemment, je vais avoir envie de rester plus longtemps dans l'entreprise, je vais probablement donner plus de manière plus créative, plus durable, etc., etc. Et le dernier chiffre, c'est que les rôles, ils sont aussi inversés, puisque si historiquement, on considérait que les problématiques mentales étaient uniquement des problématiques liées au monde personnel, que c'était quelque chose qu'on ne voyait pas trop dans l'entreprise, on a tous été formés à amener des solutions dans les entreprises et certainement pas des problèmes, et encore moins des problèmes personnels. Aujourd'hui, la parole s'est complètement libérée sur le sujet. On a une vision beaucoup plus, je pense, réaliste de ce qui se passe vraiment auprès des salariés, et on voit que plus de la majorité des salariés, 66% dans l'étude qu'on a prise ici, disent souffrir d'un manque d'équilibre entre leur vie pro et leur vie personnelle. C'est à peu près les mêmes statistiques sur la quantité de salariés qui souffrent de stress ou de difficultés d'organisation et d'anxiété liées à ça. Alors, sans vouloir tirer des sonnettes d'alarme partout et dire que la situation est catastrophique, ça veut simplement dire que la problématique, elle n'est pas cantonnée à une petite partie des salariés ou une petite frange de la population, mais c'est plutôt un problème sous-jacent qui va intervenir à des moments différents de la vie de chacun, mais on ne va pas toujours bien au travail ou toujours mal à la maison ou inversement. C'est une situation plus sinusoïdale et il faut savoir anticiper, prévenir, mettre à disposition les outils de chacun pour leur permettre de bien réagir et de bien s'adapter dans les moments où c'est plus difficile. Donc ça c'est important sur la partie statistique, mais ce que Arthur tu vas peut-être évoquer, c'est aussi sur la posture qu'il faut avoir et sur les devoirs de l'entreprise. Effectivement, en fait, ce qu'on observe, c'est que sur ces sujets-là, alors, si on prend un peu de recul, historiquement, si on prend le sujet de l'employabilité des collaborateurs, par exemple, pour illustrer nos propos, c'est que c'est vraiment les entreprises qui étaient en charge, à travers les plans de formation, de se dire: «Bah, tiens, dans les 10 prochaines années, voilà comment il faut qu'on forme nos collaborateurs, dans quelle direction on doit aller», et c'était très top down dans cette approche. Alors c'est parfois encore le cas dans certaines entreprises, certains secteurs d'activité. On observe quand même qu'il y a une transformation de cette posture-là de la part des organisations. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y a une inflation très forte, une multiplication des transformations, en profondeur et en nombre aussi quelque part, et ce qui fait que finalement, bah, c'est difficile pour les RH et pour les organisations de pouvoir faire face seules à ces transformations, et donc du coup, le paradigme a évolué et aujourd'hui, c'est vraiment on attend des collaborateurs qui soient vraiment eux-mêmes aussi dans cette dynamique-là, qu'ils attendent pas nécessairement que leur métier disparaisse, hein, si je grossis le trait, pour pouvoir se poser des questions, mais qu'ils soient vraiment dans l'anticipation. Et donc, par extension, qui travaillent aussi sur leur épanouissement. Et d'ailleurs, on voit bien d'ailleurs ça s'est structuré puisque un exemple concret par rapport à ça, c'est la mise en place du CPF, donc du compte personnel de formation, où finalement aujourd'hui on attend, on a même institutionnalisé ça puisque c'est les salariés qui ont dans leur espace personnel la possibilité de pouvoir se former de leur propre initiative, à des nouveaux métiers. Alors parfois, ils ont besoin évidemment du RH qui les guide dans cette réflexion-là, mais ils peuvent le faire parfaitement en autonomie, sans forcément, attendre que ça vienne de là-haut, quoi. Donc on a un peu rééquilibré le rapport à ce niveau-là, et en même temps, il y a quand même toujours cette idée, et comme Julien vient de le dire, que c'est, les collaborateurs, ce sont, pardon, de la part du point de vue des collaborateurs, les entreprises, qui sont responsables de leur bien-être et qui ont au moins une obligation de moyens, de mise à disposition de moyens pour que les collaborateurs puissent se sentir épanouis dans leur organisation, dans leur job, dans leur carrière. Et donc par rapport à ça, ce qu'il faut, c'est que, en fait, on va s'appuyer du coup sur une triangulation, que va vous présenter Julien justement.
Oui, parce que maintenant qu'on a dit ça, ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce qu'on met la base d'un soutien efficace en place. Alors, j'ai vu que vous me demandiez des sources sur les chiffres. Sur les chiffres, vous avez raison, il manque sur le slide d'avant et je vois qu'il y a d'autres chiffres après sans les sources. On les ajoutera avant d'envoyer la présentation, on les mettra dans l'email. Mais là, on n'est pas basé sur des chiffres, mais plus sur de l'expérience. Et ce qu'on a pu remarquer, c'est que les bases d'un soutien efficace dans l'entreprise sur les sujets de l'équipe mentale, de l'épanouissement, du développement personnel des salariés, ils reviennent toujours à 3 éléments centraux. La première chose, ça doit être un projet d'entreprise. Ça ne peut pas juste être un projet d'une équipe ou d'une personne à la direction des ressources humaines ou au CSE ou dans les partenaires sociaux. Ça doit être un engagement pris par la direction du management sur une volonté de mieux écouter, mieux comprendre, mieux apprécier les nuances émotionnelles au sein des équipes. Ça doit être l'occasion de libérer la parole sur certains sujets. Alors, bien évidemment, chez Loom, on prend en compte le bien-être mental, qui est un sujet qui a été sur toutes les lèvres et dans toutes les bouches pendant de nombreuses semaines et de nombreux mois récemment, mais qui est de loin pas un sujet facile à aborder en entreprise. Donc, comment est-ce qu'on réussit à libérer la parole sur le sujet de l'épanouissement? Comment on réussit à libérer la parole sur le sujet de l'équilibre mental pour faire en sorte que ce soit plutôt quelque chose qui coule de source qu'un éléphant dans la pièce, globalement. Donc, il y a plein d'outils et plein de supports qui peuvent exister pour libérer la parole, mais c'est indispensable de l'ancrer dans ce projet d'entreprise que j'évoquais en point numéro 1. Puis la troisième chose, c'est de réussir à le personnaliser. On ne peut pas apporter le même soutien à des gens qui travaillent à la chaîne en faisant les 3-8 qu'à des cadres, qu'à des nouveaux managers par rapport à des managers exécutifs qui sont dans l'entreprise depuis 20 ans. Il faut réussir à adapter le soutien à chacun avec comme objectif suprême, et ça on en reparlera un petit peu plus loin, de pouvoir générer de l'autonomie pour chacun des salariés, qui soient à même de pouvoir travailler eux-mêmes sur leur épanouissement, leur bien-être mental, identifier les problématiques, identifier les zones de vigilance et savoir utiliser les bons outils à mettre en face pour pouvoir progresser. On sait que les équipes RH sont plutôt des équipes dans lesquelles les projets s'entassent, les outils s'entassent, les difficultés sont grandes, en particulier avec cette période difficile pour les équipes RH. Donc, focalisez vos efforts sur l'autonomisation. C'est bénéfique pour vous, c'est bénéfique pour l'entreprise et c'est bénéfique pour les individus à chacun de leur niveau. Alors, on a regardé beaucoup des leçons qu'on pouvait apprendre des différents chiffres précédemment, les rôles et les responsabilités, mais bien entendu, il y a un risque lié au manque d'épanouissement des salariés. Donc, on va regarder un peu plus au niveau des coûts. Et Arthur, peut-être tu veux commencer par le chiffre le plus générique et qui implique la société dans son ensemble. Ton micro est toujours coupé, Arthur. Excusez-moi. Merci. Ce que je dis, c'est effectivement assez éloquent. C'est-à-dire qu'on observe, comme vous voyez, donc à peu près 17 jours par an d'absence de la part d'un employé, ce qui représente 10 milliards d'euros de pertes pour la société à répartir évidemment entre les entreprises et l'assurance maladie. Mais quand on voit ce chiffre-là d'un point de vue très macro, alors évidemment, on va voir dans le détail avec Julien après ce que ça dit. Mais concrètement, c'est là où on prend conscience aussi que finalement, investir sur l'épanouissement des collaborateurs, c'est pas une charge, c'est bien un investissement pour les entreprises parce qu'il y a vraiment un gisement d'économie à aller chercher sur le sujet. Et au-delà d'économie, c'est un gisement de productivité aussi et justement dont Julien va parler tout de suite. Donc, je ne vais pas spoiler non plus trop ce qu'il va vous dire. C'est gentil, Arthur, j'apprécie. Je t'en prie. Si on regarde le coût pour la société, c'est évidemment éloquent. Alors, il manque les sources également, on les ajoutera. Je pense qu'elles sont cachées derrière le petit encart bleu en bas. Les statistiques qu'on va donner sont uniquement des statistiques françaises, mais ça vous donne une idée de l'impact du mal-être mental ou en tout cas du manque d'équilibre, du manque d'épanouissement des équipes. 15 000 euros par an par salarié, c'est le coût moyen qu'engendrerait le mal-être mental. Ça paraît absolument énorme, mais quand on additionne l'absentéisme, vous le voyez sur la dernière statistique, les RPS sont la deuxième source d'arrêt de travail de longue durée en 2021 et malheureusement en très bonne place pour être la première source d'arrêt de travail de longue durée en 2022. RPS pour risques psychosociaux, la première source en 2021 était les TMS, les troubles musculo-squelettiques, qu'on connaît beaucoup mieux parce que ça se voit beaucoup plus, parce que ça a des conséquences physiques que l'on peut mieux maîtriser. Mais ça donne une idée de l'importance du sujet. Donc, si on additionne l'absentéisme, si on additionne également les pertes en productivité et les changements profonds qui sont généralement liés, vous l'avez sur la deuxième statistique, aux difficultés psychologiques rencontrées par les salariés, ça paraît plus évident que le chiffre de 15 000 euros soit atteignable par salarié et par an. Ce sur quoi j'aimerais m'arrêter, c'est ce qui est écrit sur la droite ici, c'est que au-delà de l'impact sur chacun des salariés, une personne dans une équipe
rencontre une difficulté dans son équilibre mental, dans son épanouissement, et va être absente pour une durée courte, moyenne ou longue. Quelle que soit la durée de cette absence, il y a un effet papillon qui est très important. Déjà, évidemment, l'absentéisme, ça a un impact sur le reste de l'équipe parce que ces personnes-là ne sont pas remplacées au pied levé, donc il faut couvrir pour leurs absences, il faut reprendre certaines tâches. L'impact de cette absence n'est absolument pas corrélé au statut ou à l'ancienneté. Lors de ma discussion avec Arthur hier, il disait à très juste titre que pendant le Covid, on l'a bien vu, les métiers qui étaient en première ligne dans les centres commerciaux qui continuaient à nous servir, dans les hôpitaux où ils continuaient à s'occuper des malades, et quels qu'ils soient, du Covid ou non, c'était plutôt les métiers en bas de la chaîne qui étaient le plus exposés aux difficultés du manque de soutien, de support humain, et donc très, très impactés par l'absentéisme quand il était là. Et donc, les répercussions derrière de l'absence ou des difficultés d'un individu peuvent être très nombreuses sur le reste des individus, au sein d'une équipe, au sein d'une entreprise. Plus l'entreprise est petite, plus c'est important, évidemment, mais même dans une très grande entreprise, toute équipe qui chancelle peut emporter dans sa chute d'autres équipes. Donc, il est très important, au-delà de la prise de conscience des problématiques individuelles qui peuvent être liées au manque d'épanouissement, au manque d'équilibre mental, de regarder l'effet papillon qu'il peut y avoir tout autour de ça et qui peut être assez dévastateur. Et c'est vrai que pour compléter ça, hein, c'est vraiment le côté, par capillarité, ce que ça peut aussi impacter sur les autres membres de l'équipe et le désengagement par ricochet que ça va aussi engager auprès d'autres personnes qui, si une personne clé dans un projet ou même pas forcément clé, mais enfin, tout le monde est clé dans un projet dans l'absolu, mais avec un impact plus ou moins fort, va quand même avoir comme effet collatéral aussi potentiellement de désengager l'ensemble d'une équipe, quoi. Absolument. Alors bon, on a beaucoup regardé le verre à moitié vide. Regardons le verre à moitié plein pour terminer quand même sur une note un peu positive. Les bénéfices, ils sont très nombreux. Je le disais dans le tout premier slide en introduction, quand on regarde le succès d'un salarié, on ne regarde pas plus que sa performance, mais il y a tout un tas d'éléments plutôt liés à son équilibre mental qui sont marqués. Et il y a des notions extrêmement fortes qui sont liées à l'épanouissement des salariés. La sécurité, alors bien entendu sécurité psychologique, sécurité physique, sécurité mentale, mais la sécurité est un de ces éléments-là. La cohésion en est un autre, et c'est très important dans la création d'une équipe, dans la création d'un moteur humain dans l'entreprise. Et puis la dernière notion, c'est la notion de confiance. Et cette notion de confiance, aujourd'hui, elle est à placer très très haut dans le paradigme entre la performance et la rétention ou la fidélisation, comme disait Arthur tout à l'heure, des salariés. Parce que avoir quelqu'un de confiance, c'est au-delà de sa performance, c'est avoir quelqu'un sur qui on peut se reposer, c'est avoir quelqu'un avec qui on peut avoir des échanges, où la parole est libérée, où il y a une vraie relation au-delà de la relation transactionnelle du travail. On n'est plus juste dans le besoin de dire j'offre un salaire à cette personne en échange de ses compétences, mais plus dans une relation de confiance qui va permettre à la fois à l'entreprise de grandir, à l'équipe qui entoure cette personne de grandir, et potentiellement à cet individu-là aussi de pouvoir progresser dans l'organisation sans devenir un manager toxique ou une difficulté plus tard pour l'entreprise. Donc ces trois notions-là qui sont intimement liées à l'épanouissement de chacun, elles sont très importantes. Et puis bien sûr, au niveau RH, au niveau marque employeur, ça a beaucoup d'impact positif puisque des salariés qui sont heureux dans une entreprise, ça se sait, ça se voit, ça se remarque aussi lors des entretiens. Donc, c'est important pour la notoriété de l'entreprise, peut-être même de la marque. Hein. On a pu voir les effets dévastateurs de l'arrivée d'Elon Musk chez Twitter ces dernières semaines ou de celle du Dieselgate chez Volkswagen. À l'inverse, pour la marque employeur, c'est très positif quand ça marche bien et pour la fidélisation des salariés, évidemment. Donc, il n'y a pas de formule magique pour répondre à ça, mais en revanche, comme on l'a montré dans les slides précédents, ça répond à une série de postures et de symboles de l'entreprise, du management, des salariés qui doivent être bien mis en perspective pour permettre à chacun d'y trouver son compte. Et donc pour conclure, en fait, finalement, l'épanouissement, c'est pas quelque chose qui se fait tout seul. C'est vraiment une triangulation qui doit s'opérer, encore une fois. Il y a à la fois donc les RH et l'entreprise qui doivent créer les conditions, de l'épanouissement des collaborateurs. Donc ça veut dire quoi? C'est créer une culture par rapport à ça, c'est mettre en place des outils, une dynamique collective. Mais il ne faut pas évidemment oublier que les collaborateurs ont une part importante là-dedans et c'est aussi eux qui sont acteurs de leur épanouissement, acteurs de leur carrière et ils doivent s'appuyer du coup sur les ressources que l'entreprise leur met à disposition pour pouvoir y concourir. Ça ne marche pas tout seul, donc c'est à la fois donc l'entreprise qui crée les conditions, le collaborateur qui saisit la balle au vent pour pouvoir justement travailler sur ce segment-là
Et nous, en tant que startup, on est là aussi pour innover, vous proposer des innovations pour pouvoir justement parvenir à cet objectif. Donc, c'est ensemble qu'on y arrive et c'est vraiment important de aussi. On est dans des sociétés qui potentiellement parfois sont très paternalistes ou maternalistes selon l'histoire de la société. Et c'est important aussi d'avoir un discours plus responsabilisant pour les collaborateurs et qui se sentent vraiment considérés dans leur singularité sur ces sujets-là et qui prennent conscience qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans cette dynamique-là. Je vois qu'il est 11h30, donc on va présenter rapidement justement comment est-ce que nous, en tant que start-up, on a des propositions, des solutions à vous proposer par rapport à ça. Et peut-être, Julien, je te laisse présenter rapidement justement ce que vous proposez chez Loom pour y concourir. Alors nous, comme j'ai dit en intro, notre sujet, c'est le bien-être mental en entreprise et la démocratisation de ce sujet-là dans l'entreprise. Donc en 2 mots, on le fait en s'adressant de manière différente auprès de 3 populations dans l'entreprise, à la fois les salariés, en les accompagnant, en leur mettant à disposition des psychologues et des coachs qui peuvent consulter s'ils en ressentent le besoin, mais aussi une bibliothèque de contenu, des articles, des exercices, des méditations, tous ces contenus utiles à de l'autothérapie ou simplement à de la découverte de soi-même et de son fonctionnement. Un soutien spécifique pour les managers aussi, dans le but de viser à développer leurs compétences émotionnelles et leur intelligence émotionnelle dans la gestion de leur équipe, peut-être aussi leur montée en compétences sur ces sujets-là. Et puis enfin, outiller la direction, à la fois pour mieux les informer sur quel est le niveau de bien-être mental dans l'entreprise, comment est-ce que ça se mesure, comment est-ce que ça s'apprécie dans le temps pour lever certains signaux faibles et comprendre certaines dynamiques dans l'entreprise, mais aussi comment est-ce qu'on communique à l'intérieur de l'entreprise sur le sujet du bien-être mental. Donc ça peut être des choses extrêmement basiques comme des newsletters, des formations, des webinars, mais en tout cas, cette capacité à faire en sorte que ce sujet soit encore une fois un sujet qui coule de source plutôt qu'un sujet problématique et à l'origine d'une omerta. Voilà. C'est comme ça qu'on accompagne les entreprises. Tout ça est réuni sur une seule et même plateforme digitale qui permet à tout type de salarié, quel que soit son emploi ou son ancienneté dans l'entreprise, de pouvoir accéder à tout ce soutien-là. Chez JobMaker, on est principalement donc orienté sur le coaching de carrière, puisque donc, comme je le disais un peu en introduction, on a créé cette boîte il y a 8 ans maintenant, donc avec des coachs de carrière qui, en fait, on a développé une solution qui va permettre aux collaborateurs d'avoir un espace dans lequel ils vont pouvoir, en autonomie, sanctuariser du temps pour réfléchir à leurs compétences clés, leur trajectoire de carrière, à leurs priorités du moment, leurs réalisations phares, travailler leur pitch, leur présentation. Et ainsi arriver en entretien de carrière justement avec une synthèse qui va agréger l'ensemble de leurs réflexions et ainsi avec le RH proposer un plan d'action, enfin réfléchir ensemble à un plan d'action vers pourquoi pas une mobilité, pourquoi pas une formation, pourquoi pas une promotion, pourquoi pas un départ, mais qu'en tout cas ça crée une dynamique et de la liquidité dans les organisations et avoir vraiment pouvoir à l'échelle grâce au digital, puisque l'intérêt du digital c'est que ça permet de le proposer à tout le monde sans surcoût puisqu'on est sur un accès enfin illimité à la solution et faire en sorte qu'on ait vraiment des collaborateurs qui soient offreurs de compétences dans l'organisation et non pas demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que c'est à la fin des entretiens RH où les collaborateurs arrivent en disant bon, bah, qu'est-ce que tu as à me proposer parce que je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Non, l'idée, c'est voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je veux faire et voilà comment est-ce qu'ensemble on peut avancer ensemble. Et donc, ça va vraiment permettre de mettre en place cette dynamique-là. Et nous, grâce à l'analyse des datas aussi qu'on recueille des parcours utilisateurs, on va pouvoir aussi identifier les différents leviers d'engagement, les différents leviers de fidélisation que vous allez pouvoir actionner dans votre organisation pour pouvoir justement aller dans le sens de l'épanouissement global de votre organisation en prenant conscience justement de ce qui aujourd'hui motive et engage vos collaborateurs dans leur quotidien. Voilà en 2 mots ce qu'on propose chez Jamaica. On a un petit peu mordu sur le temps, mais je vois qu'il y a pas mal de questions qui ont été posées. Donc en tout cas, déjà, je vous remercie pour votre attention. J'ai cru voir dans le chat, merci Julien pour ta présentation. Merci Et pour ça a ton été un vrai invitation. plaisir de préparer ça avec toi et tes équipes. Je vois qu'il y a pas mal de questions, des questions sur les slides. Bon, de toute façon, vous recevrez le replay pour ceux qui sont arrivés en retard ou ceux qui ont eu j'ai envie de dire qu'ils ne nous entendaient pas, mais bon, si je vous le dis comme ça ne va pas vous aider, puisque si vous ne nous entendez pas, bon, vous le recevrez quand même. Tu une angine, mais tu n'as pas perdu ta perspicacité, c'est beau. Ouais, exactement. Mais je crois que Julie a été réactive pour vous informer, donc c'est le principal. Merci Julie. On va pas remonter sur tout le chat, mais en tout cas, on va aller surtout sur l'onglet questions. Donc, s'il y en a qui ont posé des questions dans le chat, n'hésitez pas à les remettre dans l'onglet questions, parce on va se focaliser là-dessus. Donc, question de Amadou.
Alors, je lis la question, puis on va voir ensemble, Julien, qui se sent plus à l'aise pour répondre, puis pourquoi pas répondre ensemble. Donc, la notion de l'employabilité, comment y réfléchir pour un L&D, donc Learning and Development, qui travaille dans une agence de développement où les collègues sont recrutés sur des projets avec une durée bien déterminée à l'avance. Donc, en gros, la question, c'est quid de travailler sur cette notion-là. Si j'ai bien compris, Amadou, vous me rectifierez éventuellement, sur les personnes qui sont employées sur des projets à court terme. C'est ce que tu as compris, Julien, C'est aussi, j'imagine. ce que je comprends moi aussi, et je Ok. pense qu'on peut le bien le lier à ta pyramide. C'est-à-dire que la pyramide Ouais. que tu as présentée au début du webinaire, je pense elle répond aux besoins, que ce soit à court terme ou à long terme, puisque le fait de responsabiliser, le fait d'autonomiser, le fait de donner des perspectives aux salariés, évidemment, les perspectives sont plus longues quand on est sur une mission à long terme en CDI, mais la perspective de pouvoir mener une partie de la mission, de pouvoir prendre en compte certaines missions externes, ou en tout cas relations externes pendant la mission, peuvent tout à fait permettre de donner de la perspective. Donc, pour moi, c'est pas antinomique. Ça demande juste peut-être un peu plus d'organisation et un peu plus de travail en amont pour bien cerner les besoins, les tenants, les aboutissants de chacun. Mais en tout cas, ça me paraît pas antinomique. Et puis même, je me mets aussi à la place, si on prend quelqu'un qui vient dans une mission pour une mission courte durée, quand il arrive dans une équipe, une dynamique qui est hyper positive, où les gens, on sent que c'est vertueux, c'est productif, que les gens se sentent bien, enfin, je pense aussi que par ricochet, par capillarité, autant le mal-être se répand, mais le bien-être se répand aussi. Et donc, pour quelqu'un qui arrive, et puis, il faut toujours estimer qu'une personne qui vient à court terme peut se transformer en salarié qui s'engage à long terme. Donc effectivement, c'est important d'y veiller aussi, même pour la personne qui est là pour une mission éphémère. Il y a la question de Tony juste au-dessus qui a été très majoritairement upvotée, puisque je vois qu'elle l'est beaucoup. Ouais. J'aurais même rajouté moi aussi si j'avais pu voter un petit pouce en Je plus. crois que tu peux. Je viens d'en Ouais. rajouter. D'accord. Non, super question, Tony, merci. Donc, comment faire passer les top managers et dirigeants de l'incantation à l'action? Vaste question. Vous avez 3 heures. Moi, je pense que déjà, face à, enfin, moi, j'ai souvent effectivement entendu, c'est souvent un peu des mots valises. Soyez capitaine de votre carrière, soyez acteur de votre épanouissement, vous êtes responsable, etc. Vous êtes autonome. En fait, en face de ça, il faut mettre des chiffres et des objectifs précis. Parce qu'effectivement, sinon, on reste vraiment sur l'incantation. Mais si, quand un top manager fait son pitch en expliquant sa stratégie, qu'en face, il n'y a pas de chiffres précis en termes de nombre de personnes qui vont se former cette année, de nombre de mobilités, enfin, en tout cas en ce qui concerne JobMaker, hein, de nombre de personnes qui doivent s'engager avec mettre en place des KPI de suivi. C'est ça qui va permettre aussi de justement pouvoir rendre effectif un message qui parfois effectivement n'est qu'incantatoire. Je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que la mesure est indispensable. La mesure et le suivi derrière. C'est d'ailleurs pour ça que, voilà, nous, sur le sujet du bien-être mental, on sait que c'est un sujet qui est difficile à mesurer, qui est très peu palpable. Donc, on a développé un baromètre propriétaire, on a développé tout un tas d'outils qui nous permettent de mesurer de manière confidentielle, de manière anonyme, cette notion-là, et de pouvoir ensuite, derrière, se donner des objectifs en tant qu'entreprise, que ce soit lié à des éléments directement liés à la performance. L'absentéisme, on en parlait tout à l'heure, les changements de carrière, la fidélisation, l'attractivité de l'entreprise, mais qui peuvent être aussi liés à une réduction du nombre de cas d'absentéisme de longue durée, une amélioration du feedback donné par les salariés sur l'environnement de travail, sur la qualité de vie au travail, etc. etc. Donc, la mesure, je te rejoins à 100%, pour moi, est la base de ce passage à l'action. Bien entendu, la sensibilisation, la formation, mais ça restera dans la partie incantation s'il n'y a pas derrière la mesure mise en place. Et j'ai envie de dire aussi, pas hésiter à être coercitif aussi. Nous, on a un de nos clients, par exemple, pour ne pas le nommer, Enedis, qui, en fait, dans leur parcours de mobilité interne, impose, par exemple, aux collaborateurs de faire les ateliers de JobMaker, en se disant, très bien, alors un collaborateur qui demande à évoluer, qui demande à changer de poste, il faut aussi qu'il donne un peu du sien. Et il ne s'agit pas simplement d'arriver en entretien en tant que sujet qui exige une mobilité, mais bien en tant qu'individu qui propose un plan d'action. Et je pense que la coercition, parfois on n'ose pas trop, on est un peu trop dans on veut pas froisser les gens ou être trop
trop autoritaire, entre guillemets, mais en fait, in fine, ce qu'on observe, nous, c'est plus les boîtes fixent des règles, donnent un cadre, et dans ce cadre-là, les collaborateurs vont pouvoir justement se donner des perspectives. Finalement, c'est là où ça marche le mieux, et c'est là où les dynamiques de carrière, d'évolution de carrière sont les plus performantes. Et pour nous, Enedis, qui finalement, de l'extérieur, peut ressembler à un gros paquebot inamovible, finalement, en fait, est une boîte qui est en train de se transformer en profondeur et qui répond vraiment aux enjeux de demain, quoi. Dans un secteur ultra stratégique pour tout le monde, d'ailleurs. Question de Flavie, qui a recueilli pas mal de suffrages aussi. Y a-t-il des moments clés dans l'épanouissement d'un collaborateur? Alors, il y a plusieurs moments. En tout cas, moi, je vais vous partager une expérience très, très concrète. C'est pas si longtemps que ça. Lorsque j'étais salarié, j'ai eu un entretien c'était un entretien annuel. Et on m'avait en amont envoyé un document en disant, tiens, voilà, je te donne tu auras quelques questions dessus, puis je t'invite à y réfléchir. Et alors, c'est très caricatural ce que je veux dire, mais c'est vraiment du vécu. Je t'invite à réfléchir à ces questions-là, et puis on va voir ensemble dans 2 semaines lors de notre entretien. Donc, je reçois le document, je prépare le truc. Il y avait quelques questions. Voilà, est-ce que tes résultats de l'année, qu'est-ce que tu veux faire demain en termes de comment tu veux te former à quoi, etc. C'était très à l'ancienne. Et l'entretien a démarré en me disant on est d'accord, c'est purement administratif. Autant vous dire, évidemment, c'est très caricatural, mais autant vous dire que ça casse toute la dynamique. Et je pense que tous les entretiens RH, c'est pour vous dire que les entretiens RH qui sont statutaires, qui sont prévus par la loi, l'entretien professionnel, l'entretien annuel, etc., faites-en un événement exceptionnel pour le collaborateur. Offrez-lui cette opportunité justement de pouvoir s'exprimer, de pouvoir partager ce dont il est plus fier, ce qu'il a aimé faire, ses compétences clés, la façon dont il se projette. Faites-en quelque chose de vraiment constructif, parce que justement, pour moi, c'est des événements, comme ils sont obligatoires, autant les rendre intéressants pour vous et pour lui, et que derrière, ils se sentent vraiment considérés dans sa singularité en tant qu'individu qui apporte vraiment clairement sa pierre à l'édifice dans l'organisation. Donc ça, c'est pour moi, tout ce qui est statutaire doit être un événement exceptionnel et non pas simplement administratif. Je pense qu'on peut peut-être ajouter quelque chose aussi sur les moments Ouais. charnières un peu. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe à un poste de management, Ouais. quelqu'un qui a quand il y a des changements forts dans l'entreprise, des changements structurels, je pense qu'il faut savoir, comme je disais en introduction tout à l'heure, l'environnement dans lequel on travaille, ça de manière générale a beaucoup évolué pour nous, mais l'environnement de travail d'une entreprise, il évolue en permanence. Et donc du coup, il faut savoir accompagner ces changements-là, qu'ils soient individuels au niveau d'une équipe, au niveau d'une business unit ou d'une entreprise dans son ensemble, et savoir accompagner ces changements-là en réadaptant l'environnement et les croyances que l'on avait jusqu'à un instant pour dire que ça suffisait ou que c'était la bonne solution. Peut-être que des choses qui étaient faites avant sont devenues superflues ou il manque certains éléments, mais savoir prendre le pli aussi des changements qu'on impose aux salariés, c'est intéressant. J'ai passé personnellement 10 ans dans une industrie qui évolue très très vite avec des changements très fréquents à la fois de fonctionnement, de régulation, de méthodes, et pouvoir avoir la capacité de s'adapter en permanence en tant que salarié, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup d'efforts, et donc du coup, avoir en face l'entreprise qui nous accompagne dans ces changements-là, c'est particulièrement bienveillant et je pense efficace dans le développement et l'épanouissement des salariés. Tout à fait. Célébrer les réussites, célébrer les promotions, voilà, c'est effectivement important. Puis même, ça démarre évidemment aussi dans la phase d'onboarding, hein, c'est quand même le point de départ. Alors, c'est moins des sujets qui nous concernent, Julien et moi, mais évidemment, la première impression, c'est souvent celle qui marque le plus. Et quand on arrive et qu'on se sent attendu, qu'on sent qu'on est content d'avoir recruté, qu'on a déjà un ordinateur, qu'on n'attend pas 3 semaines avant de l'avoir, et que du coup, voilà, c'est vraiment se sentir accueilli, attendu, c'est essentiel aussi. Question de Christine. Alors, avez-vous déjà accompagné des entreprises du secteur IT ou des directions IT dans des entreprises hors de ce secteur? Si oui, quelles spécificités avez-vous remarquées et quel accompagnement adapté avez-vous mis en place? Je réponds du coup. Donc, Je n'ai pas spécifiquement d'exemple au secteur IT, à moins que ce soit peut-être au niveau des ESN, où là, il y a
il y a à la fois le fait qu'on ait des consultants et donc du coup, c'est plus difficile de gérer l'épanouissement de ces salariés puisqu'ils sont finalement placés dans une autre entreprise. Voilà, ok, je vois qu'elle précise oui des ESN. Donc je pense que c'était ça le sens de la question. Et oui, en effet, on accompagne des entreprises de ce type-là. Tu diras, Arthur, peut-être si vous le faites également chez JobMaker. Mais oui, la problématique est double dans ces cas-là parce que à la fois le rôle et les responsabilités sont partagés avec le client de l'entreprise. Donc, évidemment, on ne peut pas être garant de la manière dont va fonctionner la culture managériale, la culture d'entreprise, le fonctionnement au quotidien des équipes. Mais en revanche, là où c'est très important, et je pense que ça devient crucial, je disais tout à l'heure, l'épanouissement, il n'y a pas de formule magique, mais en revanche, il y a un enchaînement de postures et d'habitudes qui doivent être pris au sein de l'entreprise. Et je pense que particulièrement pour des ESN, ou en tout cas particulièrement quand nos salariés sont placés à l'extérieur de l'entreprise, il est très important que le socle, il est très important que la base soit extrêmement solide dans l'entreprise. Parce qu'il faut que le salarié sente que même s'il n'est pas dans des conditions qui sont celles qu'il espérait, même si les conditions de travail sont peut-être plus difficiles ou moins adaptées à son besoin présent, il faut qu'il puisse toujours se reposer sur sa base, sur son socle au niveau de son entreprise. Que ce soit juste dans l'écoute, que ce soit dans le soutien qui est apporté, dans les outils qui sont mis à disposition. Mais c'est crucial de pouvoir dire à ceux ou cette salarié, voilà, si par hasard tu n'as pas ce que tu souhaites chez le client, ce n'est pas une raison pour tout jeter le bébé avec l'eau du bain, mais au contraire, c'est plutôt une raison de revenir vers nous avec les outils qu'on te met à disposition, avec le soutien que l'on te propose, qui va te permettre peut-être d'approcher ta relation avec ton client différemment, de la regarder avec un certain recul, qui va te permettre également de pouvoir progresser de manière plus intéressante dans l'entreprise. Donc, oui, ce soutien est important dans ces entreprises-là. Non, il n'est pas évident à mettre en place, mais il peut être particulièrement crucial dans le développement des salariés, surtout quand ils sont dans des situations difficiles. Et pour compléter ce que tu dis, en fait, je pense qu'il y a aussi bon, évidemment, ce n'est pas l'objectif, mais parfois, ça arrive quand même que des collaborateurs se retrouvent en intercontrat, où c'est une période finalement un peu de flottement. Et plutôt que de la subir, je pense que c'est aussi une belle opportunité pour ces collaborateurs-là, justement, de pouvoir se réapproprier l'entreprise pour laquelle finalement, qui les emploie. Et dans cet espace-là, parce que moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, même des amis d'ailleurs, pas besoin de voir qui travaillent justement dans les ESN, où en intercontrat, on leur fait faire des développements, mais pas toujours très intéressants, pas toujours très structurants, et dont la finalité, c'est des projets toujours un peu flottants qui ne voient jamais le jour. Profiter de cette période-là aussi pour justement leur permettre de sanctuariser du temps pour travailler sur leur posture professionnelle, travailler leur pitch, le marketing de soi, leur épanouissement, leur bien-être. Vraiment que ce soit un événement qui soit plus une opportunité pour lui de progresser sur sa posture en tant qu'individu, plutôt que parfois d'essayer de leur déléguer des missions dont on sait que c'est des projets qui sont balbutiants et qui ne verront jamais le jour parce que finalement, il y a un taux de turnover important sur ces projets-là parce que les gens restent 1 semaine, 2 jours, 3 jours, le temps de trouver une autre mission. Je pense que c'est plus vertueux de les faire progresser, eux, dans leur identité professionnelle, plutôt que de les mettre sur des projets un peu bancals, on va dire. Je ne sais pas si... En tout cas, c'est ce que j'ai déjà pu observer. Ouais, c'est très empirique comme remarque. Je ne pense pas que ce soit l'apanage de toutes les ESN, mais quand c'est le cas, en tout cas, soyez vigilants à ça. Emmanuel. Je pense qu'il faut qu'on fasse attention au temps, Arthur. Ouais, il y a pas mal de questions, mais c'est super. Mais on va essayer de tenir le délai. Emmanuel, quel type de poste peut porter toutes ces valeurs actions? Dépendre de quelle direction? Ah oui. Donc si je t'ai bien compris, c'est quelle est en gros le type de fonction RH qui va porter ce type de décision, c'est ça, Emmanuel? En tout cas, bon, si j'ai compris la question, c'est comment? C'est comme ça que je le comprends aussi. Moi aussi. Bon, alors, nous, c'est la fonction RH au sens large, évidemment. Donc ça, c'est très, nous, en tout cas, en ce qui concerne JobMaker, c'est souvent au niveau du recrutement, des services du recrutement et mobilité interne que ça se joue. Par extension aussi, développement RH, et parfois aussi au niveau de la formation, puisqu'en amont d'une formation, plutôt que d'envoyer quelqu'un en formation sans savoir si ça répond vraiment à ses enjeux de carrière, lui permettre de prendre un peu de temps pour lui, réfléchir à sa trajectoire de carrière et comment est-ce qu'il se projette pour qu'il fasse une formation vraiment adaptée à son projet, c'est intéressant. Mais de manière très générale, c'est effectivement plutôt les services de mobilité et recrutement.
Oui, de notre côté, ça va plutôt être les services RH, RSE potentiellement dans certaines organisations d'entreprise, mais en collaboration avec le service RH, le CSE, les partenaires sociaux. Donc, c'est une réflexion aussi avec la médecine du travail, hein, si on a une il y a de plus en plus d'obligations légales autour du bien-être et du bien-être mental des salariés et je serais étonné que ça ne continue pas à progresser. Donc, on a pour habitude d'avoir différents points de contact initialement, mais derrière, dans le déploiement du projet, ça reste avant tout un projet de ressources humaines, puisqu'on travaille à 100% sur l'humain, donc que ce soit porté uniquement par l'équipe de ressources humaines ou également en collaboration avec le CSE, les partenaires sociaux, la médecine du travail ou autres, ça dépend de la structure de l'entreprise, mais ça reste avant tout un projet humain. Et question de Sonia qui nous met un peu face à nos responsabilités et je vous remercie pour cette question. Donc l'intitulé de l'intervention ciblait le mot intrusif, mais je n'ai pas l'impression que vous avez insisté sur cette notion, c'est pas faux. Merci de votre réponse. Hem, C'est parce qu'on est convaincu que ça ne l'est pas, je pense, Arthur. ouais, c'est ça. Non, enfin, moi je suis convaincu que ça l'est pas et en même temps, c'est vrai que ça questionne aussi sur le rôle de l'entreprise aujourd'hui au sens large. Heu, Là où il y a une certaine époque, les individus étaient surtout des valeurs de produit, enfin plutôt, on investissait sur à des finalités de production. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus, global et ça effectivement, il y a une porosité de plus en plus importante, parfois entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Mais effectivement, notre réponse, c'est que ça ne l'est pas et c'est même stratégique au final. Et c'est et d'ailleurs, on l'observe, hein, ça, c'est vraiment une évolution de la sphère RH, puisqu'il y a encore une 10-15 ans, même encore aujourd'hui dans certaines entreprises, on considérait les RH comme une charge et pas comme un investissement. Alors qu'aujourd'hui, c'est vraiment, ça devient, c'est un pilier stratégique du développement d'une organisation que d'investir sur ses collaborateurs. Donc finalement, ça va aussi avec l'évolution de ce paradigme. Oui, je te rejoins à 100%. Juste peut-être, on le disait tout à l'heure que la relation au travail a changé. C'est-à-dire qu'on est sorti d'une relation purement transactionnelle, ce que tu disais tout à l'heure, pour aller plutôt vers des éléments de confiance et qui sont vertueux pour tout le monde. Et je pense que euh, en ajoutant ça au fait que la barrière entre le pro et le perso s'est effondrée, tous ces éléments-là, non, on ne peut plus être dans de l'intrusif dans la mesure où ça a un impact pour tout le monde. C'est-à-dire que c'est intrusif si ça n'était que se concentrer sur des problématiques personnelles. Aujourd'hui, c'est se concentrer sur de toute façon des choses qui auront un impact fort à immense sur l'ensemble de la sphère personnelle et professionnelle. Mmh, exactement. Heu, je crois qu'on a répondu à toutes les questions, non? Sauf s'il y a bon, vous avez encore une trentaine de secondes pour poser d'autres questions si vous voulez, mais je pense que, en tout cas, ça a été, on voit que le sujet vous a intéressé, il y a eu beaucoup de questions et ça nous fait plaisir. En tout cas, on est là pour y répondre et c'est top et puis surtout, bah, voilà, ça peut venir, d'autres questions pourraient, venir par la suite, donc n'hésitez pas à nous solliciter, Julien ou moi, via LinkedIn par exemple ou autre support. On sera ravis d'y répondre et de pouvoir, éventuellement creuser le sujet, à l'avenir, ce sera avec grand plaisir. Merci à tous. Merci encore Jobmaker et Arthur pour votre invitation. On était très heureux. Bah, merci Julien, et puis merci Alexis aussi que je salue, d'avoir répondu favorablement à notre proposition. C'était moi j'ai vu un peu votre boîte, à ses débuts et je trouve que vous avez un super projet, puis je suis sensible à ça. Ma femme est psy en plus, enfin bon ça n'a rien à voir avec le webinaire, mais du coup, c'est des sujets qui me parlent aussi et je trouve que c'est important et c'est bien que des entrepreneurs se disent: «Bah, comment est-ce qu'on va faire en sorte que, les collaborateurs se sentent mieux dans leur boîte?» C'est bien d'investir là-dedans, ça change des cryptomonnaies qui peut-être ont moins de valeur ajoutée. C'est un peu plus tangible. C'est un peu plus tangible. Ça a Merci plus de Arthur. sens en tout cas. Donc moi j'aime bien votre sujet. Merci. Merci de nous avoir offert cette opportunité avec vous et on continue à parler de ce sujet-là avec toi ou tous ensemble Ouais, autant que vous le voulez. carrément. Et puis merci Super. à tous pour votre participation, vos nombreuses questions, votre présence et puis on vous dit à bientôt. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, Loom, voilà, vous mettez pas mal de publications qui sont hyper sympas, donc il y a pas mal d'articles de contenu. Je vous suis et franchement, c'est intéressant de vous suivre et puis, bah, nous aussi, c'est intéressant de nous suivre. On met pas mal de contenu intéressant, donc n'hésitez pas aussi à nous suivre, via Si LinkedIn. vous voulez du contenu intéressant sur votre LinkedIn, vous savez où aller. C'est bon. Voilà, exactement. Allez, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. C'est fini là? Il faut, je pense que tu